je voudrais commencer par mettre finalement à l'honneur, c'est un petit préambule, cette notion d'étranger, de migrant. Rappeler et faire un bref historique concernant l'intégration en France. Vous savez que dans notre pays, au caractère prétendument homogène, un Français sur 4 peut mentionner un parent d'origine étrangère. Et selon les circonstances, c'est ça qui est intéressant, en fonction des effets, par exemple, de la colonisation ou de la décolonisation, en fonction du besoin de main-d'œuvre ou non, on emploie le terme d'étrangers, de migrants, d'immigrés, de sans-papiers, de réfugiés et même de clandestins. Alors, je voudrais, mais je vous assure, je vais y aller très rapidement, parce que ça serait trop long, mais c'est quand même intéressant de voir l'évolution des termes qui caractérisent justement nos changements politiques par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire les réfugiés. Donc, au départ, historiquement, l'étranger se définissait par rapport au national. Et cette définition implique la construction d'une nation relativement intégrée. Donc, c'est, pour parler globalement, à partir de 1870, jusque-là, l'État était faiblement intégré, et c'est en 1700, il y avait 24 départements seulement qui parlaient français, en 1789. Donc les Français se trouvaient séparés les uns des autres, et il y a eu unité avec la langue française, et donc c'est la Troisième République qui a donné pour la première fois en 1889 la nationalité à tout individu né en France d'un étranger. Donc là, on a eu le droit du sol à partir de 1889. Ça va être intéressant parce qu'il va y avoir des va-et-vient permanents après. Bon, ça implique je ne veux pas dire par là que nous n'étions pas xénophobes. Il y avait l'affaire Dreyfus, il y avait évidemment dans notre région l'affaire des aigues mortes, il y avait vraiment le rejet de l'étranger. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est seulement en 1889 que la loi attribue la nationalité à tout individu né en France d'un étranger. Bon, je vais très très vite, à partir de 14-18, là on a besoin des étrangers, il y a la France est saignée à blanc, donc les étrangers, on n'a plus de crispation vis-à-vis des étrangers, parce que précédemment, les étrangers, je l'ai peut-être un petit peu oublié, ils n'avaient pas droit au métier d'officier public, notaire, inspecteur du travail, c'était que des manuels, la plupart, qui étaient, voilà. Mais à partir de 14-18, évidemment, on a besoin d'eux. Et en 1917, une simple déclaration en mairie suffisait pour s'installer et travailler en France. Et donc, en 1920, la France était le premier pays d'immigration au monde, alors qu'antérieurement, elle n'était qu'un pays d'émigration. Alors, Deuxième Guerre mondiale, alors là... vous connaissez la situation entre exclusion, persécution, etc. Les préfets sont habilités à installer des camps, on connaît le camp d'Émile, etc. Donc 48, je vais très très vite, bon, il y a le boom économique, on a besoin des étrangers, donc surtout de nos colonies, pour redresser la France, on les fait venir, surtout du Maghreb, donc là, et en 48, c'est donc après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le principe de liberté de la circulation qui est inscrit dans la Constitution. C'est la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, article 13, qui est inscrit dans notre Constitution. Mais il faut le dire que même là, les immigrés sont pris en charge par les employeurs. Il y avait un ministère du Travail et qui payait, c'était les employeurs qui payaient leurs déplacements, qui payaient la sécurité sociale et tout. Donc on en avait besoin, bien sûr. Bon. 1951, c'est la Convention de Genève.
Je ne vous la rappelle pas, hein, vous la connaissez, hein, toute personne qui craignant d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, etc., bon, ne peut se réclamer et qui ne peut se réclamer de la protection d'un pays, peut demander, est demandeur d'asile, hein, peut être, voilà, là on a, donc c'est la première fois que le titre de réfugié peut être donné. 1958, c'est le traité de Rome qui confirme la liberté de circulation. On est au lendemain des 30 Glorieuses, la France a besoin de main-d'œuvre pour son développement économique, mais aussi pour ses exportations. Bon, jusqu'en 1970, l'étranger pouvait venir en France de façon non réglementaire, mais il avait assez facilement la possibilité de sa régularisation. Bon, 74, vous savez, c'est le premier choc, c'est ce qu'on appelle le moment du choc pétrolier, lorsque on commence la suspension de l'immigration du travail, qui est officiellement décrétée. 74, eh bien, c'est la suspension de l'immigration économique et familiale avec, on a toujours besoin de main-d'œuvre, mais là les clandestins se multiplient, bien entendu, hein, mais on propose une aide financière, ça va faire écho à ce que je vais vous dire par la suite, hein, parce que ce sont des milliards qu'on donne pour expulser les étrangers en ce moment en France. Hein. C'est pour ça que je voulais faire cette introduction. On propose une aide financière au retour, c'est le fameux, pour ceux qui s'en souviennent, le million de Stoliru. Hein. Il fallait à tout prix qu'il reparte. On offre donc 10 000 francs à un chômeur inscrit à la NPE pour qu'il reparte. C'est un échec total. 60 000 repartent, mais on évalue à plus de 500 000 ceux qui restent, mais malheureusement ceux-là sont interdits de l'accès au travail, au marché du travail. Et on commence à assister dans certains quartiers à des poussées d'émigrés 60-70, on commence à parler du fameux seuil de tolérance. Hein, voilà. Donc durcissement des conditions de régularisation qui s'accompagnent de la répression de l'emploi irrégulier des étrangers. C'est la fameuse loi Bonnel, bon, je le rappelle pour ceux qui s'en souviennent. Bon, en 80, le contexte aussi change, parce que là, cette fois-ci, c'est la concurrence sur le marché du travail qui va grandissant. Hein. Là, on assiste tout de même avec un petit intermède, avec l'arrivée de la gauche. Il y a Stoliru, excusez-moi, Bernard Stasi, qui écrit un livre, L'immigration, une chance pour la France. Hein, voilà, mais je vous assure que c'est très transitoire. Hein. Il défend là, la mise en œuvre de réciprocité des droits pour ceux qui contribuent au développement commun. Et là, l'extrême droite, évidemment, commence à s'insurger sérieusement pour ça. 1990, vous voyez, je vais arriver très vite. Hein, 1990, les médias se focalisent sur Calais, hein, et il y a l'occupation de l'église Saint-Bernard, donc on commence à parler de clandestins. Hein. Là, toute la compassion qu'on avait pour les boat people, etc., qu'on avait sauvés, c'est terminé. Hein. Mais alors, c'est la montée du Front National, bien entendu. Jean-Pierre Stirbois, dans le Pas-de-Calais, hein, il va à fond. Et là, vraiment, il y a désormais, c'est la chasse aux clandestins qui fait le bonheur des employeurs. Parce que comme ils sont clandestins, ils peuvent évidemment, les employeurs peu scrupuleux utilisent beaucoup en situation de précarité juridique ces clandestins. C'est aussi la naissance des sans-papiers, qu'il ne faut pas confondre justement avec les clandestins. Les sans-papiers, ils ont un nom, ils travaillent régulièrement ou irrégulièrement dans les entreprises, même dans la fonction publique. J'en ai fait partie. Hein. Ils souhaitent voir régulariser leur situation et les lois deviennent de plus en plus restrictives. Ils n'ont pas droit à des visas, ils n'ont pas le droit à l'hébergement, ni à la gratuité des soins. Vous voyez, là, on est dans les années 90. 97,
un petit intermède, c'est la régularisation Jospin. On régularise tous ceux qui ont du travail, mais là, ça a un effet complètement pervers pour nombre de migrants régularisés, parce qu'ils perdent leur travail, parce que pendant ce temps, les clandestins, les employeurs, eh bien, préfèrent évidemment imposer leurs conditions de travail aux clandestins. Alors, tout ça parce que la situation actuelle, c'est bien ça aussi. Hein. Bon, donc l'an 2000, on assiste à un plus grand durcissement populiste de la politique d'immigration, ce qui entraîne des blocages de plus en plus grands. Hein, et avec le paradoxe en France, il y a d'un côté la volonté de maîtriser les flux migratoires demandés par l'opinion publique et bien sûr la pression du Front National, et la volonté de mettre en place des situations de régularisation, d'avoir le droit de travailler. Voilà. Et tout s'aggrave. Je vais très vite, hein, mais 2000, c'est les grèves de la faim aussi, hein, de la faim en raison de tous ces blocages. 2003, pour ceux qui s'en souviennent, c'est le manifeste des délinquants de la solidarité. C'est le premier manifeste, des dizaines de personnes signent leur manifeste et déclarent avoir aidé des étrangers en situation irrégulière. Il y a même des cérémonies de parrainage républicain qui se multiplient pour porter, bien sûr, protection durable à toutes les tracasseries administratives que vivent les clandestins. Et puis, il y a cette énormité avec Sarkozy et Villepin, le fameux délit, c'est 2003, le délit de solidarité, qui est créé afin de poursuivre les citoyens qui aident les sans-papiers. Il y a même, hein, vous le savez, ce fameux ministère de l'immigration et de l'identité nationale, sans qu'on sache trop comment c'est l'identité, hein, qui serait en danger. Hein, voilà, face à une France qui devient, il faut le dire, hein, de plus en plus raciste, les comités de vigilance, les associations pour la défense des migrants se multiplient. Bon, donc je ne vais pas vous en parler là. Je voudrais parler quand même en 2004, excusez-moi, hein, c'est un historique, je vous bombarde mais c'est pour mettre le contexte dans lequel je vais parler. 2004, c'est le réseau Éducation sans frontières, hein, les associations antiracistes, la lutte contre les discriminations à l'embauche et au logement, mais c'est aussi l'idéal de solidarité qui prend la voie de la charité avec les Restos du Cœur. Hein. Donc, 2015, c'est l'arrivée des 2006-2015, c'est l'arrivée des réfugiés. Ce sont vraiment... c'est de ça dont je vais vous parler. Bon, j'ai mis combien de temps là, parce que je ne voudrais pas avoir parlé. Ça va, excusez-moi, hein, mais je trouvais que ça remettait bien, ça recasait un peu. Alors, je voudrais simplement terminer par une évolution concernant les demandes d'asile par les réfugiés. Dans les années 70 en France, plus de 9 demandes sur 10 se voyaient accorder une demande d'asile par l'OFPRA. À partir des années 2000, c'est 1 sur 10. Voilà, je termine là-dessus. Hein, voilà. Réfugiés, hein, je parle des réfugiés. Voilà. Bon, alors maintenant, on va attaquer le sujet proprement dit, l'Europe et les migrants. Bon, je vais être un peu spiralaire. Hein. J'attaquerai un problème dans sa généralité, dans le détail, etc. Je m'excuse par avance pour ceux qui connaissent un petit peu à fond le problème, mais je vais démarrer un peu par un problème, disons, humain, compassionnel. Je sais que la libre pensée n'aime pas trop l'éthique. Hein. En général, c'est pour cacher des problèmes économiques et sociaux. Là, je parle à Roberte. Hein. Mais bon, là, on a affaire à des humains. Hein. Il y a une inhumanité qu'il faut quand même souligner dans le traitement des... Alors... excusez-moi par avance pour ma rhétorique un peu morale et compassionnelle pour démarrer, mais après je vais partir un petit peu dans l'objectivité scientifique des libres penseurs. Bon, voilà. Oui, nous sommes. Le sujet est devenu un thème majeur et sujet d'affrontement et de controverse. Bon, il comporte des aspects tragiques. Et le problème,
c'est de savoir de quoi il s'agit réellement. Est-ce qu'il s'agit d'une politique d'immigration commune adoptée par l'Union européenne, la politique des quotas de Dublin 2, Dublin 3, ou bien des politiques migratoires des différents États-nations qui composent notre Europe, hein, parce que est-ce qu'il y a une politique commune avec Dublin? Est-ce qu'il y a, avec les quotas, il y aurait une politique commune avec, ou est-ce qu'il y a des politiques communes? De quoi, où sont les responsabilités? Est-ce que, de quoi, en gros, faudrait-il parler? Par exemple, de la responsabilité de l'Europe pour accueillir les migrants qui sont en exil forcé, ou d'une politique sécuritaire contre l'envahissement supposé des migrants économiques, qui seraient parfois, dit-on, en exil choisi, qui déstabiliseraient nos États, dits démocratiques, lesquels seraient désormais dans l'incapacité, l'impossibilité de les intégrer. La Suède commence à avoir ce discours, et pourtant ils étaient... Hein. Les migrants seraient même la cause principale de notre insécurité culturelle, hein, ça va jusque-là, de notre perte de confiance dans notre avenir. Des statistiques disent que 95% des Français n'ont plus confiance en l'avenir. Bon, eh bien, voilà, je pense que c'est un peu de ça que va la campagne européenne, les européennes, là, on va entendre vraiment de ça. Alors, dans notre région, je dis que j'étais spiralaire, le petit détail et puis le problème général, on lit dans la presse que la situation humanitaire et le climat politique s'aggravent. Il y a 16 morts dans les Hautes-Alpes, il y a eu 16 morts, il y a 5000 exilés. Bon, mais il y a tout de suite les montagnards qui se mobilisent, puisque 70 à 80 personnes dans le Briançonnais se disent prêts à accueillir dans les... évidemment, vous savez que les exilés cherchent à contourner la frontière au prix toujours de plus graves dangers. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que des maires, aussi bien, et peut-être que je suis utopiste, hein, mais des maires aussi bien de gauche que de droite, eh bien, seraient prêts à les accueillir, à leur donner du travail. J'ai entendu ça... mais cela, malheureusement, n'empêche pas des militants d'extrême droite qui refusent, disent-ils, dans notre région, d'avoir des mini-Calais. Ils refusent, ils craignent la bonne image du tourisme, hein, c'est ça un petit peu que j'ai vu dans la presse. Donc ils veulent la fermeture, par exemple, du refuge solidaire, qui est mis à la disposition par la communauté des communes du Briançonnais. Le collègue qui parle là-bas peut nous le confirmer. Bon, mais en Creuse, on assiste au même problème. Hein. Dans d'autres régions, on assiste au même problème. Bon, eh bien, pendant ce temps, notre colon, là, qui commence à déserter, Gérard Collomb, choisit le renfort de la gendarmerie, de la police aux frontières. Hein. Bien sûr, il ne poursuit pas les militants identitaires, tout en poursuivant, vous le savez, les 2 Suisses et une Italienne pro-migrante, et puis qui sont poursuivis pour délit de solidarité, qui est contraire, bien sûr, à notre devise républicaine. Alors, j'aborde tout de suite le problème plus global en France. En France, 2017-2018, il y a déjà 12 000, rien qu'en une année, 12 000 jeunes mineurs qui sont mis en danger en France, hein, qui sont dans les mains des trafiquants pour nourrir les réseaux de prostitution et d'esclavage. Ces mineurs, vous le savez, ils ont le même parcours dramatique que les adultes, et au lieu de prendre en compte leur grande vulnérabilité et d'appliquer la législation concernant l'aide sociale à l'enfance pour tout enfant privé temporairement ou définitivement de son milieu familial, eh bien on applique la loi Gérard Collomb sur l'aide, l'asile et immigration, qui est, vous le savez, une vue purement technocratique, une machine à trier,
Alors, comment on trie? Ben, je m'excuse, hein, tout ça, vous le savez. Hein, on trie avec son acte de naissance. Bon, certains n'ont pas d'acte de naissance, surtout quand ils viennent de l'Afrique subsaharienne. On trie aussi en fonction de ce qu'il dit dans l'entretien. Hein. Alors là, il faut qu'il ait un bon bagou et il faut qu'il sache faire un entretien en général. Il n'a pas de traducteur, il n'a pas d'interprète, parce qu'il faut payer l'interprète s'il n'y a pas une association à côté de lui. L'interprète n'est pas obligatoire du tout. Alors ça vaut pour les Soudanais, les Afghans, etc. Il assiste à un harcèlement de questions, hein, avec un sous-entendu, tu sais que tu es en train de nous raconter des balivernes, qu'on ne te croit pas. Hein. Et il y a le fameux test osseux, hein, vous savez auquel personne ne croit. De plus, c'est un test qui correspond à une population blanche américaine des années 30, hein, et puis il n'y a aucune grille médicale ne peut déterminer l'âge, hein, on le sait. Hein, voilà. Bon, eh bien, c'est ainsi que dans certains départements, 90% des jeunes mineurs sont déclarés majeurs. Alors ça, c'est un très gros problème. Alors, le résultat, vous le connaissez, les jeunes s'enfuient. Je prends ce problème, rien que ce problème particulier, on va l'étendre au problème général. Mais là, avec ce problème des jeunes qui s'enfuient et qui occupent les parcs la nuit pour éviter d'être poursuivis pour tentative de tromperie à l'aide sociale à l'enfance, hein, parce que ils ont à payer 80 000 € d'amende, hein, ou alors pour délit de fuite. Et ils risquent d'aller en prison dans des cellules d'adultes. Voilà. Bon, et on pourrait parler, alors là, de façon plus générale, de cette difficulté de la loi sur l'immigration et ce fameux entretien, quand on est obligé, même adulte, de faire pour la xème fois son parcours d'homme torturé ou de femme violée. Il y a une association, je dis au passage, parce que les associations de migrants, c'est ça qui nous sauve en ce moment, mais les Femmes Debout, vous connaissez Femmes Debout? Ce sont des femmes qui interviennent parce que vous savez que les roses de prostituées pour le Soudan, ça coûte quand même, on les maintient en Libye, les femmes, parce que les pays de départ doivent payer 25 000 à 30 000 € hein, pour pouvoir libérer de Libye et faire venir en France une femme qui a été violée. Bon, je suis en train de tout mêler parce que c'est un peu plus organisé, bon, mais de temps en temps, je vais vous donner des cas concrets. Hein. Bon, alors voilà, et tout cela, des gens donc, ont été obligés de s'expliquer, alors que justement, on sait que pas très loin, il y a des amis qui étaient prêts à vous accueillir, et on est resté pendant 5 ou 6 jours dans la rue, et le 115 ne répond plus parce qu'il y a trop de demandes, hein, et voilà, et donc c'est le cauchemar, quoi, c'est vraiment le cauchemar. Le traitement donc inhumain crève les yeux, alors ben, ça c'est dans le contexte général, c'est l'Europe aussi. Parce que ce qui se vit en France, évidemment, c'est un moment de crise dite démocratique et existentielle de l'Europe. On voit monter, eh bien, plutôt s'enraciner, je ne dis pas monter, je dis s'enraciner, ces mouvements néofascistes qui viennent de partout en Europe, Autriche, Hongrie, Allemagne, où la violence, vous l'avez vu, à l'extrême droite, maintenant on ne craint plus le salut nazi. Hein, plus récemment, bon, je vous ai parlé. Pourtant, des pays comme l'Allemagne et la Suède, ils ont 4,5% de croissance. Hein. Alors, quand on parle de crise économique, hein, ils ont vu, ils voient monter ce parti anti-migrant et ce qui et de plus en plus cette patrimonialisation de nos libertés, de nos droits, qui serait une grande menace de la part de ces demandeurs d'asile. On en est là en Europe globalement, hein, vous le savez. Hein, bon, alors voilà, le résultat, eh bien, la loi sur l'immigration de Gérard Collomb qui dit « j'applique les directives européennes ». Alors vous savez qu'on les applique comme on veut, les directives européennes. Hein, et les migrants se précipitent dans la clandestinité et dans les bras des passeurs. Et cette année, la France a divisé par 2
le nombre d'accords positifs sur le droit d'asile. Certaines associations vont jusqu'à dire que 80% des demandeurs d'asile vont devenir des sans-papiers. Hein, c'est pour ça que je tenais un peu à vous dire, voilà. Voilà. Et la France, nous dit-on, est un pays démocratique. Alors on parle toujours de 6e, de 7e. J'ai jamais compris comment on établissait la puissance de la France. 6e, c'est un jour, peut-être quelqu'un parmi vous me le dira. Hein, donc avec nos 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec 900 € par mois, bon, voilà. Alors, bien sûr, il faut parler de ce climat général, hein, on pourrait aller jusqu'à parler un peu plus politique. Bon, c'est vrai que le climat général concernant les immigrés, eh ben, il y est pour quelque chose. Ce fameux capitalisme néolibéral qui favorise en Europe cet océan de précarité avec cet îlot de puissance financière, eh bien on casse les syndicats, on affaiblit les associations, elles ont de moins en moins de moyens, on détruit, on externalise la production. Voilà, on n'est plus à le lendemain de la guerre de 40, on n'est plus dans les 30 glorieuses, voilà. Hein. Le chômage est là, la politique aussi très importante du dictat du tout numérique, hein, celui-là qui fait que les gens qui sont des facteurs de repli sur soi, hein, on vit à l'heure actuelle en France, bon là je fais peut-être des jugements à l'emporte-pièce, une désocialisation. Hein, les gens, récemment une ville comme par exemple Besançon, le maire interdit la rue aux mendiants. Je crois que Nice aussi avait fait ça il n'y a pas longtemps. La main tendue gêne, hein. C'est une sorte de violence symbolique, nous dirait Bourdieu. Hein. Alors, d'après une étude de statistique, écoutez bien, 75% de la population française dans l'électorat de droite ne veulent pas des immigrés, mais ce qui est plus inquiétant, 25% parmi les électeurs dits de gauche qui refusent l'accueil des migrants. Ils veulent parce que vous allez voir le rôle que prend Frontex, hein, et ils veulent que de plus en plus les frontières physiques soient rétablies. Hein, voilà, ça c'est des trucs qui doivent nous alerter. Bon, alors évidemment on crée des centres d'accueil. Ces centres d'accueil, ça paraît très positif, mais en général, ça permet le 450 hein, pour les migrants évacués de Calais au départ, et puis maintenant pour le programme d'accueil et d'hébergement de demandeurs d'asile. Mais Colomb part, et je sais bien pourquoi il part. Il part au bon moment, je pense, pour appliquer sa loi sur l'immigration. C'est 52% des gens qui sont enfermés dans ces centres d'accueil sont sous procédure Dublin, c'est-à-dire 52%, ils vont être vers le fameux pays de première entrée, hein, et ça permet, vous savez, à la France d'économiser, ça coûte vachement cher de ramener, je vous donnerai des sommes, je crois que vous allez être ahuris. Hein. Bon, alors ces gens sont enfermés en résidence surveillée, privés de liberté et privés aussi aux procédures d'asile équitables. Hein. Les associations dénoncent toute cette banalisation de l'enfermement et elles luttent bien sûr à tout craint pour organiser une meilleure répartition sur l'ensemble du territoire de ces centres d'accueil. Ça serait une bonne chose sur la loi de l'immigration. Mais je vous en parlerai, il y a une plateforme à Paris hein, où c'est le fameux dictat du numérique, et je vous assure, même moi, je ne saurais jamais si... Bon, j'ai 75 ans, je ne suis peut-être pas douée en informatique, mais je vous assure, pour savoir si on a une autorisation ou pas de rester sur le territoire français, ce n'est pas une sinécure. Il faut avoir un traducteur, il faut avoir une association derrière vous. Bon, j'en reparlerai peut-être si j'en ai eu le temps. Hein. Donc voilà. On assiste, alors, au lieu de cette multiplication des centres d'accueil, etc., et de la bonne volonté
de la société civile, il faut en parler, hein, on assiste à la militarisation, à l'externalisation de la politique du contrôle des flux migratoires. Vous savez qu'on va passer à 13 000, on était à 1 000 euros d'agents qui composaient le fameux Frontex, hein, ces agents qui sont nommés par les différents États, mais qui n'ont pas la même formation, qui a de compte à rendre à personne, et Frontex n'a aucun compte à rendre au Parlement. Hein. Chaque État fait ce qu'il veut, exige ce qu'il veut. Là, je suis en train d'empiéter sur, parce que c'est le côté passionné, pour vous dire, on est dans un truc complètement aberrant. Et là, pendant ce temps, eh ben, voilà, on comprend ce qui se passe aux frontières de l'Europe, militarisation, on externalise et puis, je veux dire, c'est surtout une partie de la gauche, dite de gauche, qui veut ça, hein, qui veut qu'il y ait un contrôle aux frontières. Il y a de quoi être inquiet. Alors, je me rappelle quelques chiffres encore. Depuis 2018, en 2018, il y a donc 1600 personnes ont disparu en Méditerranée. Hein. En 2015, pour rejoindre l'Europe, on évalue à 45 000 le nombre de migrants qui sont morts en essayant de traverser la Méditerranée. Hein. Voilà, donc l'hécatombe, vous en avez entendu parler. Bon, les 28 États de l'UE interprètent comme bon leur semble les textes quand il s'agit de directives, parce que les directives, ben, c'est à vous de l'adapter, hein, mais la loi sur que ce soit sur Dublin, ben, c'est une loi et elle n'est pas appliquée. Voilà. Alors, bon, vous connaissez l'exemple de l'Aquarius, de SOS Méditerranée, qui témoigne de notre hypocrisie. La solidarité ne fonctionne pas. À un moment même où on prétend commémorer par exemple le génocide de la Shoah, eh bien on accepte de retirer leurs droits aux ONG qui agissent en Méditerranée. Désormais, les gardes-frontières avec Frontex sont présents donc ils sont présents, ça va être voté, là ils vont être 10 000 gardes-côtes, et donc il s'agit bien avec eux de gérer les frontières, de contrôler les frontières et nullement de sauver des vies humaines, bien entendu. Et c'est surtout, il s'agit avec Frontex de les relocaliser. Alors ces agents, ils sont prêts à négocier avec les pays où ils vont les envoyer. Ça passe même pas par les gouvernements. Hein. Ils sont hors frontières et ils sont en pleine mer. Hein, c'est 3 km, il faudrait parler en mille, mais je ne sais pas parler en mille. Hein, mais donc, ils sont là pour relocaliser les demandes et ils négocient avec les pays de départ. Le plus souvent, vous le savez, ce sont des dictatures. Hein, et en 2018, on rafistole la solidarité en structurant les fameux lieux d'enfermement dans les hotspots. Hein, ces fameux hotspots, les OGN désormais sont soumises aux standards internationaux. Elles n'ont aucune possibilité légale pour soustraire à la violence, à l'esclavage, au viol, tous ces migrants qui sont forcés à l'exil. Donc, un deal est mis en place avec les dictateurs, vous les connaissez, hein, c'est la Turquie qui pratique l'embastillement de ses militants des droits de l'homme, la Libye, là on n'a pas affaire à un sultan autocrate, on a affaire à des milices armées qui sont parrainées par des puissances étrangères aux intérêts concurrents. Je sais que vous connaissez le problème, hein, mais je détaille un peu. Par exemple, un pays comme l'Italie, hein, il ne s'agit pas de stigmatiser l'Italie, hein, mais c'est pas les Pouilles. Dans les Pouilles en Italie, il y a l'exploitation des Africains sénégalais qui sont à la merci des caporaux de la mafia, lesquels sont des racketteurs qui, à leur tour, font chanter les entreprises qui emploient des migrants sous-payés. Là, dans les Pouilles, il y a un conflit social, vous en avez entendu parler, c'était cet été, au début de l'été. Bon, hein, voilà, on favorise donc les conflits sociaux. Eh bien,
Pour une de ces raisons, l'Italie, pays qui est bon, de l'Europe, hein, elle n'hésite pas désormais à lutter contre le départ des migrants, à traiter avec les milices de Misrata, vous savez, ces fameuses milices atroces, Daesh, impliquées dans la traite des personnes. Et voilà, chacun fait son business. Hein, voilà, la France n'est pas en reste, hein, parce qu'elle, c'est avec les Touaregs, toujours en Libye. Elle a ses, hein, l'essentiel, c'est d'externaliser. Hein, donc, vous savez qu'un pays comme le Soudan, qui est le lieu de passage obligé de la Corne d'Afrique, un pays qui est devenu, hein, c'est le massacre du Darfour, hein. Bon, eh bien, le migrant, eh bien, le Soudan, eh bien, voilà, c'est avec eux qu'on négocie le rapatriement de ces émigrés. Le Niger avec Agadez, le Niger qui est la plaque tournante, hein, des troupes françaises et allemandes, mais on est en train de se battre au Mali. Donc là, il y a un traité qui a été mis en place avec le Niger. Officiellement, c'est pour lutter contre les migrants. Hein. Donc, ils sont de plus, et en fait, vous l'avez compris, c'est pour permettre à l'Europe de se déresponsabiliser en donnant la responsabilité à ces États de trier entre les réfugiés légaux, qui doivent bien évidemment être le moins nombreux possible, et les autres, ces réfugiés dits économiques, bien sûr, que l'Europe ne peut pas accepter, car ils sont trop envahissants et donc considérés comme illégaux. Alors voilà, dans ce cadre-là, eh bien, on peut comprendre qu'à Malte, la délivrance d'un passeport, combien à votre avis? Un passeport peut atteindre le prix exorbitant de 1 million d'euros. Voilà, 1 million d'euros. Voilà. Alors, donc, bon, vous le savez, hein, c'est l'Europe à l'heure actuelle, c'est le prix total des engagements internationaux de 1951, hein, c'est la Convention de Genève. L'absence de possibilité légale, l'absence de possibilité légale d'entrée. On a assisté fin août à des violences pour franchir, vous savez, cette fameuse enclave espagnole limitrophe avec le Maroc, j'ai oublié son nom. Hein, il y a eu des lancements de la part des migrants, ils se sont munis de chauffeurs, de lance-flammes artisanaux, ils ont franchi les barbelés. Bon, il y a des centaines de blessés, hein, aussi bien les migrants que les Marocains, que la garde civile espagnole, voilà. Alors, voilà, j'étais un peu dans le compassionnel, hein, dans un peu de politique quand même, hein, quand je vais boire un peu, si vous le permettez. Je vais essayer d'être un petit peu libre-pensée, science objective, etc. Hein, et après, fais comme tu veux. Je donne tu le sens. Comme je le sens. Hein. Bon, je ne vais pas trop dans le détail, là, ça va. Ces données-là, vous les connaissez peut-être un peu trop, non? Non. Au contraire. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Je ne veux pas être trop détaillée. Bon, vous savez, c'est juste paquet. Je vous jure, je ferai des tangentes, j'essaierai d'aller le plus vite possible. Mais, je voudrais, oui, éthique. J'ai envie de faire une mini-conclusion sur l'éthique. On peut soit se contenter d'être réaliste. Vous savez, le fameux principe de réalité qui veut qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ou le fameux appel d'air. Mais malheureusement, on sait depuis Platon que la science du bien et du mal, ça n'existe pas. Hein, bon, alors ça, je veux bien. Le bien, c'est toujours quelque chose de relatif. Mais pour ce qui est du mal, quand vous êtes un émigré en danger de mort qui traverse la Méditerranée et qu'un pays refuse à votre embarcation d'accoster, eh bien, ça, c'est une certitude. Et je n'ai pas besoin de dire que la science du mal, je ne sais pas ce que c'est. Le mal, je sais ce que c'est. Voilà. Et c'est
aucun secteur de l'activité humaine, et je le dis dans le cadre de la libre pensée, qui n'aime pas entendre parler d'éthique, hein, parce que c'est des camouflages pour la PMA, GPA, etc. Si, il y a ce discours-là. Je règle mes comptes. Bon, je veux dire par là qu'aucune institution, quelle qu'elle soit, d'organisation politique, n'échappe à l'éthique. Hein. Et donc là, nous sommes un pays qui se dit démocratique, c'est un État de droit, c'est-à-dire prêt à être jugé nullement sur ses intentions, mais sur des faits. Or, en France, depuis des années, de Calais à la frontière italienne, on traque le migrant. Et cela, à ce sujet, on peut dire que certains pays, comme la Pologne, comme la Hongrie, ils ont au moins le mérite de ne pas être hypocrites. Eux, ils disent qu'ils n'en veulent pas. Hein. Et alors, quitte à être dans le paradoxe, finalement, on a Jacques Toubon, hein, il arrive celui-là, qui rappelle que l'état de droit a un caractère universel, hein, et inconditionnel. Et il faut le dire, et il faut le répéter. Hein, même si, avec notre laïcité, l'universalisme s'est dépassé, là aussi je réglerai un peu mes comptes. Mais oui, il faut vouloir cet universalisme, hein, dans la construction de nos sociétés humaines. Eh bien, on a une obligation de résultat. Et on ne peut relativiser la situation lorsqu'on constate que des gens sont amenés à dormir dans la rue ou lorsqu'on assiste, c'est Toubon, hein, qui parle, lorsqu'on assiste à l'usage disproportionné de la force pour démanteler les camps. Voilà. Et eh bien, écoutez, hein, on va avoir les élections européennes et hélas, le résultat de l'ensemble des... On se reverra peut-être après, de l'ensemble des élections européennes risque de mettre en péril l'ensemble de nos états de droit de l'Union européenne. Hein. Voilà, alors, alors je vous l'ai dit, hein, c'est toujours ennuyeux pour un tel sujet de devoir y entrer dans l'indignation, la compassion, en faisant appel à l'éthique. Alors cette fois-ci, je vais mettre un peu les choses à distance, et là, ça va nous confirmer dans nos positions, parce que je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie que les choses changent. Et puis, voilà. Alors, eh bien, les chiffres. Hein. Excusez-moi, là, ça va être quelques chiffres, c'est l'objectivité. Hein. Bien qu'il ne faille pas considérer les migrants comme des humains au parcours... comme des statistiques, hein. Ils ont un parcours périlleux. Eh bien, je vais revenir sur quelques idées reçues, l'envahissement supposé des demandeurs d'asile. J'avais fait une introduction justement sur cette évolution du vocabulaire, hein, de l'étranger, etc., du clandestin. Et il y a toujours eu des migrations. Et aujourd'hui, la mondialisation, c'est le champ de migration incessante. Hein. Il y a à peu près 1 milliard le nombre de personnes qui se déplacent dans le monde. 1 milliard, ben c'est... Il faut quand même rappeler un chiffre, je le rappelle. En 1900, il y avait 1,5 milliard d'habitants sur la Terre. En 2000, il y avait 6,5 milliards d'habitants. Et en 2018, on arrive à 7,5 milliards d'habitants. Il faut quand même avoir ces données-là. Tout ça pour dire que la sédentarité est remise en cause, que les gens vont être amenés, bon, parce que la Terre est ronde, il faudra bien que tout... Bon, déjà, il y a un principe d'espace, Lévi-Strauss en parlait, hein. Les gens vont être amenés à se déplacer, même en prenant un taux de natalité, parce que les démographes commencent quand même à avoir voix au chapitre, hein. Ils se sont tus pendant très longtemps, mais là, il faut tenir compte, moi je pense, de ce problème majeur. Hein. On va peut-être plus parler en termes
va être complètement ringard, au bout d'un certain temps, de parler en termes d'identité. Il faudra parler, pour chacun d'entre nous, en termes de traçabilité. Tu es venu d'où, tu ne sais pas. Hein. Les urbanistes en parlent de plus en plus. Bon, alors je reviens quand même, mais c'est surtout pour vous rassurer. Donc, 1 milliard, c'est beaucoup, hein, mais ce n'est pas 1 milliard de migrants. Hein. 1 milliard, les migrants ne représentent que 3% de la population mondiale. Hein, c'est déjà La majorité des flux migratoires, 60%, se font entre pays du Sud. 20% allant dans les pays du Sud vers les pays du Nord. Les 20% restants étant des migrations nord-nord, c'est-à-dire en gros des migrants économiques. Hein, voilà. Selon la CIMAD, 9,4% des migrants dans le monde sont accueillis en Europe. 9,4%. Cet afflux de population, bon, ça correspond pour l'année 2015. Vous savez, 2015, c'est l'année où il y a eu le plus grande arrivée de migrants, avec la Syrie, etc. 1 million de migrants dans l'UE. Hein? Bon, on est quand même 450 millions, etc. Bon. Ça ne représente que 1/500 de la population européenne et seulement 1,5 à 2% des déplacés forcés mondiaux. Ça vaut le coup quand même d'avoir ces chiffres. Hein? Bon. Parmi ces migrants, il y a ceux qu'on appelle les réfugiés. Alors, d'après le Haut Commissariat des Nations Unies, hein, vous savez, le HCR a été créé par l'ONU hein, en 1950, je le rappelle là, ça vaut le coup quand même de voir, c'était pour veiller à l'application de la Convention de Genève hein, de 1951. Mais progressivement, les États du Nord se sont complètement déchargés de leurs responsabilités et ce sont les pays du Sud, je vous le dis, qui acceptent à 90% cette responsabilité des migrations. Voilà. Tout ça pour le discours de nos Européennes, là où on va dire il y a afflux de migrants, etc. Il faut quand même avoir ces chiffres en tête. Voilà. Alors, selon l'historien Patrick Bouchon, sur ces 250 millions de réfugiés, il y a 100 millions qui sont des déplacés de force, 42 millions de déplacés environnementaux et 41 millions de déplacés internes, c'est-à-dire dans leur propre pays. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est le chiffre qu'il faut remettre, la Convention de Genève de 1951, on a 3 millions de demandeurs d'asile dans les pays développés, c'est-à-dire dans l'Europe et aussi aux États-Unis. Hein, voilà. Donc, c'est une des réalités, hein, bien sûr, hein, on peut avoir peur parce qu'il n'y a pas que l'Europe, hein, il y a le Venezuela, les déplacements de 3 millions de Vénézuéliens en Colombie, il y a bien sûr les Rohingyas au Bangladesh. Oui, ça va se déplacer de plus en plus avec le climatique, etc. Ça, il n'empêche que cet afflux dont on parle, il faut quand même le relativiser. Hein, et c'est important de le rappeler. Bon, ben, il n'empêche que si on revient à la France, bon, vous entendez parler de ce désir de fermeture de frontières, des discours de Laurent Wauquiez qui dit sans arrêt que que l'immigration est une menace culturelle pour la civilisation européenne, et que surtout c'est donc la dilution de l'identité nationale française. Il met en avant, sans arrêt évoqué, si vous l'entendez dans son discours, le fait qu'ils ne peuvent pas s'intégrer, mais comme par hasard, il y a la dilution de notre identité nationale. Alors, il faudrait savoir, s'ils sont si bien intégrés pour nous diluer, c'est qu'il y a quelque part un problème, quoi. Bon, en fait, en général, l'identité dont il est question concerne une personne issue de nos ex-colonies que nous n'aurions pas suffisamment civilisées, hein, et tout cela au sein d'une confusion mais royale, plus ou moins volontaire, entre accueil, régularisation des sans-papiers ou des réfugiés, naturalisation des étrangers. Hein, voilà. Là, il y a un chiffre que je vous... Alors qu'en fait, il y a des titres de séjour, il y a des va-et-vient, tout ça, mais on n'en parle pas hein, dans le discours politique à droite. Bon, je voudrais quand même vous donner une statistique qui m'inquiète terriblement.
chez les jeunes, un jeune sur deux pense que désormais, un pays non démocratique nous permettrait de nous en sortir nettement mieux qu'un pays démocratique. C'est-à-dire, il faut, chez les jeunes maintenant, il faut un pouvoir fort. Eh bien, il y a 30 ans, c'était un jeune sur 4. Voilà. Et ça, il faudrait qu'il y ait des jeunes ici, là, aujourd'hui. D'accord. Voilà, ça c'est très inquiétant. Mais c'est la faute aussi à l'éducation nationale. Je crois que vraiment, il y a des programmes qui sont... Voilà. Bon, alors, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué, là je continue comme ça parce que j'ai des chiffres, là. L'accueil, j'y vais encore. Je ne sais pas, bon, j'ai tellement de choses à dire. Bon. Alors, la France a délivré en 2017 335 000 titres de séjour pour raisons humanitaires. Bon, eh bien, ça fait 50 réfugiés pour 10 000 habitants. Et l'Allemagne, 117 pour 10 000. L'Autriche, 131 pour 10 000. La Suède, 243 pour 10 000. Hein, c'est quand même... voilà. Voilà. Donc, c'est loin, la France est loin d'être cette forteresse assiégée pour les demandeurs d'asile, parce que justement, il n'y a pas beaucoup de demandeurs d'asile pour la France. Moi, je donne des cours, je les vois beaucoup plus près du Sénégal, Afghanistan, etc., que par exemple, des Syriens, hein, ou les demandeurs d'asile. Bon, il y a une demande d'asile pour 1341 habitants. Et bien en Suède, c'est une demande pour 101 habitants. Une demande pour 141 habitants. Bon, voilà. Et c'est donc la France... bon, évidemment, il y a les clandestins dont je vous ai parlé. On évalue à peu près à 14 000 mineurs isolés clandestins, hein, en France. Les chiffres de l'immigration illégale, parce que la loi Asile et Migration favorise l'immigration, les clandestins, eh bien, entre 300 000 et 400 000, hein, ça c'est un... Voilà. Voilà. Alors que 30 000 à 60 000 personnes demandent chaque année l'asile, un quart seulement l'obtient en France. Hein, obtient le statut de réfugié. Voilà, c'est à peu près... voilà. Alors, je reparle de ce contexte politique en Europe et ce contexte bien politique, parce que c'est un enjeu électoral, c'est que l'Europe, qui n'existe, vous le savez, que par des règles économiques et juridiques et son millefeuille institutionnel, eh bien, le social, c'est un résidu de la question économique, et la question sociale, c'est une question subsidiaire. Avec le traité de Lisbonne, il est impossible de faire accepter par le Parlement ou la Commission un visa humanitaire. Hein, c'est ce que demandent nombre d'associations. Et vous le savez, la solidarité budgétaire est toujours mieux venue que la solidarité sociale. Bon, donc je vais un peu... oui, je voudrais quand même des femmes violées. Hein. Le rejet de l'accueil des réfugiés, je voudrais quand même en parler, parce que le discours qui est tenu par exemple par quelqu'un comme Orban, c'est de dire que l'immigration, par exemple dans son pays, c'est les femmes sont violées dans tout pays d'immigration de masse. Hein. Alors il a son slogan, et c'est comme ça qu'il a gagné les élections. Hein. Bon, tous ces populismes ont en commun de dire qu'il faut rester souverain sur les conditions de notre production sociale et que tout problème est dû essentiellement aux étrangers. Et on va entendre parler de ça pendant toutes les élections, hein, et qu'il faut arrêter cette ouverture des frontières. Donc cette panique de l'envahissement démographique par les demandeurs d'asile, et dans cela par l'enracinement, j'en parlais tout à l'heure, des partis radicaux racistes, eh bien... vous le savez, hein, ça gagne aussi, pas seulement l'Europe de l'Est, hein, c'est aussi l'Italie avec Salvini, même quelqu'un comme Macron qui va jusqu'à dire que les ONG favorisent les passeurs seconds. Cet été, j'étais vraiment
quand on voit ce que c'est que d'être sur un bateau et sauver je trouve que là, son discours parfois a été... bon, mais enfin, en France, Wauquiez, Le Pen défendent le droit du sang et lutte, on entend le discours de la subversion. Alors, bon, ça, vous le savez, vous l'entendez tous les jours, hein, à l'extrême droite. Mais il y a peut-être quelque chose que vous entendez un peu moins, mais moi qui me fait très très peur, parce que c'est dans le cadre de l'université, dans le cadre de certaines institutions, on peut s'inquiéter de la nouvelle droite dans les think tanks de l'université. Vous avez, par exemple, le retour de l'Iliade, à la maison de la chimie. Hein, vous connaissez? C'est un organisme de formation au combat métapolitique qui prétend réveiller la civilisation indo-européenne et lui rappeler qu'elle est essentiellement gréco-latine et qu'elle doit pouvoir riposter au grand remplacement, j'emploie leur terme, hein, en luttant contre l'idéologie égalitaire et universelle des droits de l'homme. À Tolbiac, un groupe d'occupation de la fac s'est mis en place pour reprendre à son compte, par exemple, l'idéologie suprémaciste blanche. Hein. Vous avez des facs à l'heure actuelle qui ont tous leur mouvement de droite. Grèce, vous connaissez ce mouvement, hein, c'est Alain Benoît, ça y est, qui reprend c'est le groupement de recherche et d'études pour la civilisation hein, gréco-latine, et là, ces mouvements-là, voilà, ce sont c'est une idéologie plus ou moins fumeuse de la non-mixité culturelle et politique, hein, ils sont sacrément organisés. D'autant plus absurde que théoriquement dans les facs, c'est bien la mixité, le mélange. Les sciences sociales sont là pour dire que c'est ça qui fait reculer racisme et discrimination. Eh bien, mais vous le savez, hein, le savoir académique ne suffit pas toujours. Hein, mais en tout cas, l'engagement citoyen, tel que nous y invitent des gens comme Benjamin Stora, pour lutter contre certains discours à jet continu qui envahit l'imaginaire des nationaux et en France, là je pense que là il y a un militantisme des universitaires qui ne veulent pas, je vous le dis parce que j'en ai été, j'ai été pendant 45 ans à l'université, Chantal, non, hein, pour les examens là, surtout, hein, ne parle pas, ne mets pas un sujet sur la laïcité, hein, ne mets pas, parce que quand même, tu défavorises tout un type de public. Hein. N'oublie pas qu'on a été des colonisateurs, etc., etc. Eh bien, je vous assure que c'est contre-performant. Hein. Bon, voilà. Alors ça, je vous ai fait une première statistique hein, sur notre soi-disant envahissement. On est envahi par des miséreux qui nous coûtent cher. Alors là aussi, c'est une des... la majorité des migrants, ça vous le savez aussi, hein, ce sont d'abord la moitié des migrations sont liées aux études, déjà. Hein. Donc en France, 40% des personnes entrées sur le territoire depuis 1992 ont le niveau Bac+2. Donc ils sont proches de la moyenne de celui des Français. Bon, sans compter que même avec leur diplôme, ils ne peuvent jamais les faire valoir. Hein. Moi, je travaille avec des migrants, ils sont médecins, ils sont etc. Eh ben, ils arrivent à 9h, ils vont faire la plonge et ils arrivent à 9h pour suivre le cours. Voilà, c'est ça, hein, on ne reconnaît pas leur diplôme, etc. Donc, il faut savoir aussi que la majorité des migrants ne viennent pas des pays les plus pauvres. Ils viennent des pays hein, qui, justement, sont à revenus intermédiaires. Bon, je ne rentre pas là-dedans, mais de fait, les pays les plus pauvres, lorsqu'ils envoient leurs migrants, ils envoient ceux qui ont une plus forte proportion de diplômés. Et puis, il faut le dire, parmi les migrants, il y a toute comparaison faite, il y a plus de prix Nobel et de médaillés Fields, hein, ça aussi, il faut le dire de temps en temps, hein, que pour le français moyen. Autre argument, ces étrangers qui arrivent à l'âge d'étatif ont coûté cher à l'État. Alors, non, ils n'ont pas coûté cher à l'État, ils ont l'éducation, ils ont eu la formation, sauf sur notre laïcité, j'y reviendrai. Bon, il faut pas penser à tous ceux qui repartent après la retraite. Hein. Pour la retraite. Moi, je reste là. Actuellement, je commence à devenir cher à l'État. Mais
tant que je travaillais, mais maintenant je commence à voir ma polyarthrite, mon machin, etc. Hein? Eh ben oui, je coûte cher. Mais ceux-là, ils partent, les migrants, à un moment de la retraite. Bon, alors je vais vous donner un chiffre. Annuellement, les immigrés bénéficient de 48 milliards de protection sociale. Eh bien, ils cotisent pour 60 milliards. Vous voyez, on fait un bénéfice de 20 milliards en France quand on a des immigrés. Voilà, voilà. Ce qui coûte, par contre, c'est l'expulsion. Hein. Bon, 500 millions pour les expulser en 2015. L'expulsion nous a coûté 500 millions. Voilà. Alors, le paradoxe dans tout ça, c'est que l'Europe, l'Europe, en cause de ses politiques, au nom du dogme de la limitation nécessaire des flux migratoires, eh bien, l'Europe est à un moment de déclin démographique. Et elle a besoin, elle le dit, hein, les démographes le disent, il faudra que d'ici 2050, il faudra récupérer 56 millions de travailleurs étrangers immigrés pour compléter notre vieillissement. Hein. Ça aussi, c'est un... Bon. Alors, les risques de terrorisme. Je continue un peu sur les... Je vous assomme pas trop là, parce que pas du tout. Les risques de terrorisme, bien sûr, hein, on ne va pas nier les djihadistes qui peuvent se mêler aux migrants ou prendre les mêmes chemins qu'eux. Mais de là à affirmer, comme le fait Orban, que tous les terroristes sont des migrants, et que ben là, il y a une limite, bien sûr, à ne pas franchir. Bon, il faut accepter de ne pas être naïf et de dire que les réfugiés peuvent être avec leurs bourreaux. Ben sur ce point, c'est vrai, il faut des contrôles, les contrôles sont nécessaires, ne serait-ce que pour éviter tout un amalgame de complicité. Bon, mais la clandestinité, justement, la fermeture des frontières favorise la clandestinité, contrairement à ce qu'on peut croire. Et ça favorise le repli sur soi, ça favorise la non-socialisation, et par conséquent, ça favorise aussi des comportements qui peuvent être meurtriers. Les migrants, on peut le dire aussi, avoir le discours inverse, sont d'autant mieux intégrés qu'ils sont bien accueillis. C'est ce que disent certains maires, etc. Voilà, dans votre région, là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, il y aurait des bons migrants, ça vous le savez aussi, hein, c'est pas ici qu'il faut que je rappelle, les réfugiés, les mauvais migrants, les migrants économiques, qui chercheraient à profiter du système. Alors, voilà, le problème se pose de savoir ce qu'est un vrai réfugié et un bon migrant. Alors, commençons bien sûr par la France, hein, qui envoie en Tchéquie, là récemment, j'ai vu qu'on faisait la pub pour qu'un de nos étudiants qui n'arrivait pas à trouver du boulot aille en Tchéquie. Hein, bon, la France envoie à l'étranger, eh ben quoi, elle envoie quoi? Des migrants économiques, hein, bon, et alors des mauvais réfugiés, voilà, c'est la question qu'on peut. Alors, on peut, et puis on ne peut pas ignorer aujourd'hui qu'il existe de vrais réfugiés climatiques. Et que le distinguo entre réfugiés politiques et réfugiés économiques avec la guerre, par exemple en Syrie, qui a eu pour origine 10 ans de sécheresse, hein, c'est un rappel que je fais, mais vous le savez, 10 ans de sécheresse de 2000 à 2010, pénurie, famine, un exode dans les villes, et voilà, hein, au sud Darfour, une femme qui met 6 heures pour remplir son jerrycan d'eau, 10 heures de marche pour arriver au puits. Bon, eh ben oui, elle est quoi? Elle est réfugiée économique ou réfugiée politique? Bon, tous les jeunes qui sont obligés, pour soulager leur famille, d'émigrer, donc du Maghreb, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'afflux dans les villes maintenant. Hein. Alors, je rappelle aussi un chiffre, 48% des personnes qui émigrent sont des femmes. Hein, ça, c'est un chiffre sur ces embarcations. D'ailleurs, on le voit de plus en plus des femmes. Et il y a autant de femmes célibataires que d'hommes célibataires. C'est quelque chose. On voit plutôt le Sénégalais qui a été torturé en Libye, mais là, de plus en plus, voilà. Voilà, bon, alors,
on ne peut plus ignorer les responsabilités de notre libéralisme qui attaque les infrastructures locales de certains pays du Sud, qui bloquent leur développement, là je vous tiens le discours politique, hein, et qui apporte surtout un soutien à certains dictateurs. Les persécutions politiques ne sont pas étrangères à certaines décisions économiques prises par tous des investisseurs des pays du Nord, hein, avec toutes les conséquences sur le chômage pour les populations concernées, sans oublier bien sûr les catastrophes dites naturelles qui se multiplient, l'érosion des sols, la désertification, l'assèchement des lacs, la toxicité des sols. Bon, je vous termine par... Je sais que vous l'avez en tête, hein, ces arguments. Selon l'ONU, d'ici 2050, 250 millions de personnes vont devoir quitter leur lieu de vie, soit 6 millions de réfugiés climatiques, 6 millions de réfugiés climatiques par an. C'est pas un petit chiffre, ça. Donc, il va quand même falloir voir le problème autrement, hein, avec nos petits... Voilà. Hein. Alors, mini-conclusion, là aussi, le problème de l'intervention, de nos interventions se pose. Ne faudrait-il pas mieux favoriser l'accueil, le co-développement, hein, plutôt que l'ingérence? Voilà. Hein, alors là, c'est tout le problème de l'ingérence, mais vous pourrez en parler. En tant que troisième exportateur mondial de l'armement, ne vaudrait-il pas mieux dépenser un peu moins pour notre armement et nos usines de production et être dans des industries plus pacifistes pour améliorer le traitement de l'eau potable dans ces pays, la production d'électricité et l'aide, et surtout l'aide à la réinstallation de tous nos migrants, hein, avec des projets, etc. Bon, alors maintenant, j'ai combien de temps? Écoute, moi je te laisse 10 minutes, ça tirait. C'est pas possible. Bon, écoutez, on le va projet... faire une deuxième conférence pour la regarde. Oui, je vais aller vite. Ah, c'est pour pouvoir discuter. Quoi. Ben, bien sûr. Alors, l'Europe et ses politiques migratoires, ben, c'est nul. Hein. Je vais quand même... tous les États membres développent essentiellement le paradigme sécuritaire. Pas de politique commune, absence de voie légale d'entrée, ce qui favorise bien sûr la violence, favorise les passeurs. Le budget, je vous l'ai dit, de Frontex a été multiplié par 13 depuis le début de sa création. L'objectif, c'est de barrer, on les trie sur les bateaux, et il faut les trier sur les bateaux en haute mer, et là, il n'y a aucune législation. Hein. Là, j'ai fait des... ça, c'est au mépris des engagements internationaux. Mais le problème, c'est que les États ont de plus en plus aussi de résistance à coopérer sous la pression de leur opinion publique. Et là, c'est les États en France et l'arrivée, pour ne pas dire l'enracinement des... alors, il faut quand même parler de la divergence de tous ces États sur le régime d'asile, les divergences sur Dublin 1, Dublin 2, ils se renvoient les patates chaudes. Hein. Alors, j'ai commencé à en parler. Donc, il y a quand même une chose sur laquelle il faudrait que j'insiste. Comme il y a des divergences entre ces pays, le Conseil européen a proposé aux dirigeants des pays de l'UE d'avoir un objectif consensuel, et là ils l'ont. Hein. C'est la poursuite de la lutte contre les arrivées irrégulières en mettant les fameuses plateformes de débarquement hors de l'Europe, ces fameux qui sont une catastrophe, hein, notamment pour tous ceux qui sont secourus. Alors il y a des divisions, bien sûr, à l'intérieur de l'Europe, parce que là, il y a une division des pays eux-mêmes. Certains pays comme la Grèce qui fait face à la crise d'accueil et elle veut les accueillir, mais elle a le problème de ces îles qui ont des camps qui accueillent 10 fois plus que ce qu'ils pourraient accueillir, quoi. Bon, c'est l'île Lesbos, hein, je crois, en mer Égée. Bon, c'était les camps. Normalement, ils sont prévus pour 1500 personnes. Hein. Alors, les camps sont dirigés, alors là, il n'y a aucune législation pour ces camps. Hein. L'Europe ne se prononce pas
je ne sais pas celui qui prend la tête de ça, hein, mais et alors ils sont dans l'Italie, l'Espagne, évidemment, tous ceux qui sont aux frontières ne sont pas d'accord, hein, mais alors ceux qui sont hors frontières sont encore moins d'accord pour recevoir pour devenir centre d'accueil. Mais l'Europe a dit oui, oui, vous allez devenir centre d'accueil. Hein, donc, eh bien là, évidemment, eux, ils rejettent, et c'est le Maroc, l'Italie, le Maroc, bien sûr, l'Albanie qui refuse hein, d'être centre d'accueil, et puis il n'y a aucune possibilité, je me bafouille un peu, mais d'avoir un traitement équitable de ces camps, hein, parce que c'est la panique générale, et de toute façon, comme les États sont extrêmement attachés à leur souveraineté, c'est eux qui sont maîtres de recevoir ou de ne pas recevoir, on l'a vu avec Macron, et donc le fait de dire que le Conseil ou le Parlement, ils vont nous le dire hein, pendant les élections, est codécisionnel pour ce... Eh bien non, ça ne sera jamais le cas. On n'obtiendra jamais ça. Le Parlement n'a rien à dire, ce sont les États qui décident. Alors, la deuxième illusion, c'est de croire qu'on va pouvoir faire le tri entre immigration légale et illégale. Bon, eh bien, ils viendront. Le BTP a besoin de migrants clandestins, l'hôtellerie, les services à la personne, hein, dans les EHPAD, ils seront là. Et quand on n'en aura plus besoin d'eux, c'est pour ça que je vous avais fait l'historique, eh bien ils repartiront. Il y aura un truc de toléruge, je ne sais pas trop quoi. Bon, voilà. Hein, ce sont généralement. Et il y a. Alors, le règlement de Dublin, eh ben. Il n'y a plus aucune solidarité entre les États. Ça y est, maintenant, Dublin est complètement éclaté. Donc, le fameux pays de première instance où vous avez mis votre empreinte, etc. Échec dans ce règlement. Hein, il faut... tout s'organise. Il y a aussi une autre chose, c'est l'enfermement. L'enfermement qui est aussi un des moyens, parce que vous savez qu'on ne peut pas toujours envoyer dans le pays d'origine. Eh bien, déjà, il y a un problème. Quel doit être le pays d'origine? Alors, aucun État a la même liste du pays d'origine. Par exemple, la Grande-Bretagne dit on peut renvoyer les Afghans parce qu'il n'y a plus la guerre en Afghan. 75%. Voilà, pays sûrs. Ils sont considérés comme pays sûrs. Tu as raison de me le rappeler. C'est fou. Hein, au départ, voilà, tu as raison, il s'agit d'un pays sûr, donc on peut les renvoyer. Eh bien, voilà. Alors, il y a un pays, par exemple, on a énormément d'Albanais hein, qui viennent en France clandestinement. Eh bien, l'Albanie, avec la France, s'est entendu avec Macron pour accepter de donner des visas pour les... Mais le Maroc, alors 90% des Albanais qui viennent clandestinement peuvent être renvoyés. Mais 10%, pour ce qui est du Maroc, le Maroc, vous les avez, vous les gardez. Le Maroc, par exemple, ne veut pas les garder. Hein. Et voilà. Voilà. Alors, de plus en plus, vous l'avez compris, chaque État reprend le contrôle de ses frontières, car la migration de travail reste de la compétence exclusive des États. Donc, l'Europe est cassée là, hein, sur ce... voilà. Et bon, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, oui, eh bien, écoutez, comme... oui, eh bien, je vais quand même vous m'autoriser à dire 5 minutes, parce que là, j'ai mon règlement de compte avec, pas avec la fac, mais avec... Je voudrais défendre la laïcité. Parce que quelqu'un comme Orban dit que la France est liberticide. Alors, vous voyez, le gars qui nomme ses procureurs, etc. Il y a des propositions. Bon, j'avais tout un lot de propositions, hein, mais je pense que ça viendra de la salle. Hein. Bon, je voudrais mettre un apprentissage citoyen de la laïcité. Moi, je m'occupe de centres depuis que je suis à la retraite. J'enseigne aux migrants, bénévolement. Et quand on les inscrit, on leur demande leur religion, etc. Les bénévoles de ces centres, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, hein, eh bien, les bénévoles de ces centres sont très souvent
Moi, j'enseigne à Saint-Paul, par exemple, à Aix-en-Provence, près de... c'est heureusement que l'Église catholique nous donne des locaux parce qu'on n'a pas d'argent pour faire les cours, etc. Ces bénévoles, d'une part, n'ont généralement aucune formation en français langue étrangère, en didactique des langues, alors qu'il y a une formation à l'université, etc. Et on n'a pas à enseigner notre laïcité non plus dans ces centres. Eh bien, si vous êtes, on va faire le sapin de Noël, on va faire le truc, etc. Donc, il y a, que ce soit de la part de l'université. Ben, l'université, vous savez, moi j'ai connu l'époque, dans les années 65, où vous parliez la langue française, vous pouviez être professeur de français. Eh bien là, c'est un peu pareil. Vous êtes français, vous êtes laïque, donc vous pouvez transmettre la laïcité. Non. Je dis non. Il faut travailler, il y a une pédagogie pour enseigner la laïcité. Alors là, le monde a... Alors, le procès qui nous est fait à travers le monde concernant le modèle culturel français et notre conception de la laïcité, c'est que dire la France, elle est universaliste, elle a une conception étroite, elle ne reconnaît pas les communautés, mais si la France, à travers sa laïcité, reconnaît les modes de vie, reconnaît les religions, elle ne reconnaît pas les religions, elle accepte les religions, elle accepte les communautés, elle n'a pas une supériorité de son modèle culturel français. La France lutte pour la neutralité des institutions de la République, la neutralité de l'école, la neutralité dans les hôpitaux, la neutralité, vous le savez. Hein. Donc notre multiculturalisme, c'est pas une domination coloniale. Et c'est vraiment regrettable qu'à partir des années 70, par exemple, les mondes anglo-saxons, peu de temps après, ils avaient l'affaire Rushdie, hein, nous traitaient de ringards, avec notre universalisme des droits de l'homme. Eh bien oui, c'est pas une réalité, c'est un principe universalisant, la laïcité. C'est pas un principe universel, il n'est pas réalisé, mais c'est comme la liberté, hein, elle se construit, toutes les sociétés humaines doivent se construire avec la liberté de penser, la liberté de croire, de ne pas croire, l'égalité, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on est redevenu, on doit tous se considérer comme libres et égaux. Et la laïcité à la française est trop souvent vue comme, je vous le disais, le refus des traditions, le refus de chaque culture, etc. Alors, elle travaille aussi sur l'émancipation. Et ce mot émancipation, hein, alors je vous en parle parce que face à la crise migratoire, nombre de nations européennes, et je peux vous dire toutes, nombre de nations européennes, guidées par la peur de leur disparition, rejettent non seulement l'idée de solidarité et de répartition par quota, mais aussi la laïcité à la française, parce que, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, nous serions liberticides. Voilà. Alors écoutez, je termine parce qu'il y a des tas de solutions qui sont proposées par les associations, etc. Donc, je veux terminer par cette chose forte. Vas-y. Et voilà, c'est plus que jamais les bénévoles, les enseignants, les formateurs, les associations. Il faut croire à notre laïcité. Il faut la défendre avec ce mouvement ethnico-religieux qui monte et on va en avoir la preuve au moment des élections européennes. Là, on va l'avoir, le problème des migrants. Hein, parce que là, il y en a qui attendent que ça. Hein, voilà. Et là, c'est tragique, c'est dramatique. Voilà, je le dis, hein, on ne va pas chialer, mais la situation est grave. Hein, elle est grave. Et on ne va pas se cacher la gravité de la situation. Il faut réagir. Voilà. Et
il y a simplement une petite annonce que je veux faire, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est j'ai entendu ça à France Culture, les États européens ne s'en sortiront pas, ils ont déjà démissionné, tout seuls. Maintenant, c'est au niveau, c'est un peu comme le climat. Nous sommes tous en interdépendance. Les solutions sont internationales. Et là, il y a l'annonce qui est réjouissante, mais je ne sais pas ce que ça donne, vous mettrez sur France Culture parce que j'espère. Il y a une proposition pour un pacte mondial sur l'immigration Maroc 10 et 11 décembre. Vous en avez entendu parler? Alors là, pour une fois, c'est le constat que les immigrations sont amenées à se poursuivre, à s'accentuer, car désormais tous les États sont en interdépendance. Alors ça se remue un peu, excusez-moi, au niveau des chercheurs, des démographes, des juristes, ça fait plaisir, parce que je peux vous dire qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y en avait qui n'en étaient plus là, et qui ont justement voulu reconstruire la France sur d'autres bases, et notamment sur la construction sociale. Voilà, alors je vous laisse le débat, je suis trop bavarde.